Et j'en viens à la présentation de chacun d'entre vous. Je vais faire donc, en commençant par la droite, Stéphane, je vais vous présenter. Donc vous êtes aujourd'hui président d'Harmonie Mutuelle, mais aussi président de la Fédération nationale de la mutualité française et membre du Conseil économique et social et environnemental. Et votre parcours est marqué par un engagement social fort, puisque, sauf erreur, vous avez commencé par être infirmier de formation, puis de métier, puis vous avez eu plusieurs fonctions dans l'administration de la santé publique. Et vous connaissez aussi bien sur les sujets européens, puisque, en creusant un peu sur votre biographie, j'ai découvert que vous avez eu à un moment une fonction d'assistant d'un parlementaire européen, ce qui fait que vous connaissez et Strasbourg et Bruxelles. J'en viens à Jérôme Sadier. Vous avez occupé plusieurs fonctions dans le mouvement mutualiste et puis vous avez été DG de la Mutuelle nationale territoriale jusqu'à devenir ensuite vice-président du Crédit coopératif. Vous êtes aussi et surtout pleinement engagé pour le développement de l'économie sociale. Vous avez participé à l'écriture de la loi sur l'économie sociale et solidaire dans le cadre des travaux menés par Benoît Hamon en 2014. Et enfin, vous êtes depuis 2016 donc président de la VISE. Et puis alors, on le sait un petit peu moins, Jérôme, mais j'ai lu quelque part que vous étiez aussi colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air. Et donc on compte sur vous pour exploser le plafond de verre qui aujourd'hui reste au-dessus des entreprises à impact au niveau européen. Cécile Duflot, on ne vous présente plus. Vous êtes urbaniste de profession. Mais vous êtes surtout engagé de longue date dans la politique de ce pays. Un engagement qui s'est d'abord traduit par des fonctions politiques au sein des Verts, d'Europe Écologie Les Verts, qui vous a amené à devenir ministre de l'égalité des territoires, du logement, puis ensuite député. Et depuis 2008, vous avez changé de type d'engagement puisque vous êtes aujourd'hui directrice générale de l'ONG Oxfam France. 2018. 2019 2018. 2018, pardon. Et puis enfin, Alain Godard. Merci d'être également présent. Vous, pour ce qui vous concerne, donc vous avez commencé votre carrière dans la finance et le conseil entre Paris et Londres, mais depuis 1994, je crois, vous avez rejoint la fonction publique européenne sur des questions de financement en intégrant la Banque européenne d'investissement. Vous avez porté la création d'un consortium autour des Global Emerging Markets, c'est-à-dire concrètement comment est-ce qu'on fait pour soutenir l'investissement dans les pays émergents. Et vous êtes aussi l'architecte de l'un des fonds essentiels dont on a entendu parler ces dernières années, qui était le FSI, plus connu sous le plan Juncker, auquel vous avez grandement contribué. Depuis le 1er janvier, vous êtes le patron du Fonds européen d'investissement et qui gère aujourd'hui, je crois, plus de 500 milliards d'euros d'investissement autour de l'Europe, enfin, vous généré plus de 500 milliards d'euros d'investissement. Et on espère aujourd'hui vous convaincre que dans le futur plan de relance, les entreprises à impact positif sont un investissement plus que stratégique. Voilà. Donc voilà quelques mots d'introduction. Et la façon dont ça va s'organiser, c'est que vous l'avez peut-être lu, puisque j'espère chacun d'entre vous dans la salle a été amené à lire en détail l'ensemble des propositions qu'a fait le mouvement Nous sommes demain autour du plan de relance. Parmi ces propositions, il y en a 3 qui sont organisées et orientées directement sur les questions européennes. Alors les questions européennes, bon, on en a entendu parler cet été puisqu'il y a eu une véritable sitcom, si je peux dire, autour du plan de relance. Vous avez suivi qu'on a eu des doutes jusqu'au bout sur la capacité des chefs d'État et de gouvernement à se mettre d'accord sur ce plan et que finalement, on a eu une bonne nouvelle puisqu'il y a 750 milliards d'euros qui ont été prévus par ces chefs d'État et de gouvernement pour venir soutenir l'Europe et les différents pays face à la crise liée au Covid-19, ou à la Covid-19. 750 milliards, c'est beaucoup, mais est-ce que c'est tant que ça par rapport aux 15 000 milliards que génère l'Europe en PIB chaque année? Est-ce que c'est beaucoup par rapport aux 15% de perte de la zone euro en termes de PIB prévus pour cette année? C'est une première question. Et au-delà de ça, vu que du coup, on a malgré tout une somme qui reste limitée, comment fait-on pour s'assurer que ces 750 milliards ils vont vraiment être utilisés pleinement à bon escient? Comment fait-on pour que nos entreprises, qui sont les entreprises à impact positif, celles qui aujourd'hui mènent la révolution écologique et sociale dans ce continent, et ce continent, je crois, est très riche de ce type d'entreprises, et on les retrouve dans tous les pays de l'Union européenne, comment fait-on pour que cette manne financière, elle aille sur ces types d'entreprises-là pour véritablement leur permettre de délivrer leur plein potentiel? Pour en parler, donc, il y a des propositions qu'a fait le mouvement Nous sommes demain, il y en a 3. Donc la première dont on va parler, c'est la question d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, taxe carbone et sociale, qui doit permettre d'aider
les entreprises européennes qui sont vertueuses dans la logique de concurrence sur les questions internationales, qui doit aussi permettre à l'Union européenne de trouver des fonds propres pour son propre budget. Il y a aussi, deuxième proposition, la question de pouvoir identifier ces entreprises à impact à travers une logique de certification, on va en parler. Et puis enfin, l'Europe, c'est aussi un pouvoir réglementaire très fort, notamment sur les questions financières. Et aujourd'hui, il y a toute une série de réglementations autour de la finance qui visent à faire que cette finance, elle soit plus vertueuse. Et donc là aussi, on va pouvoir discuter ensemble comment fait-on pour que cette finance, elle soit non pas simplement vertueuse d'un point de vue, si je peux dire, couleur du document et greenwashing, comment est-ce qu'on fait pour que véritablement on s'assure que quand il y a des investissements qui transitent par les fonds européens, ils soient véritablement verts et sociaux. Pour commencer, la première question qui est donc celle de la taxe aux frontières, je vais peut-être donner la parole à Alain Godard pour pouvoir peut-être réagir sur cette question-là. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. D'abord, je voudrais peut-être dire un mot sur ce plan que vous avez introduit, le plan européen, en posant la question de savoir si ce plan était suffisant ou si ce plan allait atteindre les objectifs que l'Union s'est fixés. Alors, dans un premier temps, je voudrais quand même dire qu'on a, alors c'est peut-être un lieu commun de le dire, mais on en a beaucoup parlé, c'est quand même une initiative qui est unique dans l'histoire européenne. Et il faut quand même le rappeler. Alors on est toujours assez critique vis-à-vis de Bruxelles, mais pour une fois, on a, je crois, dans un temps qui est extrêmement rapide pour le temps européen, un plan qui a été approuvé par les chefs d'État en fin juillet et qui effectivement débloque 750 milliards d'euros, à la fois sous forme de prêts, mais aussi sous forme de subventions. Et donc ce plan est évidemment important pour l'Europe, il viendra en complément des plans nationaux. Et ce plan s'inscrit aussi, et c'est aussi le thème de ces deux journées, s'inscrit dans ce qu'on appelle le Green Deal fixé par la Commission européenne, c'est-à-dire pousser vers un meilleur traitement du climat, mais aussi associer cette transition avec des investissements en innovation. Et donc c'est la combinaison des deux, et souvent on parle de digital, et donc ces fonds seront utilisés, bien sûr, pour faire face à une crise qui est sans précédent, mais aussi dans le cadre en fait d'un plan qui a déjà été élaboré avant la crise, qui avait pour but d'amener l'Europe dans une transition carbone dans les prochaines années. Et donc, bien sûr, se posera la question, et ça c'est le deuxième point que vous soulevez, c'est comment on va rembourser en fait, cette dette qui est mutualisée, comme on le sait, puisqu'en fait les États membres, à travers la Commission européenne, vont emprunter sur les marchés financiers 750 milliards et vont attribuer ces fonds, comme vous le savez, selon un critère qui est assez unique aussi dans l'histoire européenne. C'est-à-dire que ce n'est pas sous le critère si vous voulez, je donne 1 euro, je récupère 1, mais ça va être aussi sur le critère très précis de ce que les différents États ont souffert pendant cette crise. Donc il y a une proportionnalité à la crise qui est assez aussi unique dans l'histoire européenne. Donc la question se posera évidemment de comment rembourser cette dette. La taxe carbone ou sociale a été évoquée. En ce qui me concerne, je pense que c'est une bonne idée. Bien sûr, ce qui est important, c'est qu'on sait très bien que les aspects climat, sociaux ne s'arrêtent pas aux frontières. Et donc, il est important de porter ce projet-là au-delà d'un pays et clairement au niveau européen et aussi au niveau international. Ce qui n'est pas une mince affaire, on le sait, mais c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens. Voilà, je m'arrête là, merci. Merci. Jérôme, vous êtes président de SS France. À ce titre, vous représentez les structures qui sont pleinement engagées dans cette logique sociale, écologique. Une taxe carbone aux frontières de l'Europe, une taxe sociale aux frontières de l'Europe, ça a quoi comme impact pour les entreprises de l'économie sociale, pour les entreprises à impact positif? Écoutez,
D'abord, je veux juste quand même souligner effectivement le côté historique de cet accord sur le plan de la méthode, on va dire. Après, sur le plan de la proportion et surtout de l'attribution dans les détails, je crois qu'il y a encore du chemin à faire sur la conditionnalité de tout ça. Moi, il y a un truc qui me gêne quand même, et je vais répondre à la question. Il y a un truc qui me gêne, c'est que c'est la discordance de temps de la mise en œuvre des plans au niveau national, par contre. Enfin, dans des économies aussi imbriquées les unes dans les autres que les économies européennes, déjà, chaque État fait quand même ce qu'il veut de l'enveloppe dont il dispose, et accessoirement, il les met en œuvre dans des calendriers qui sont différents les uns des autres. Donc, ça me pose un petit problème qu'il manque cette concordance de temps et la dimension stratégique qui va avec. Moi, j'ai pas compris quelles étaient les grandes options stratégiques que l'Union européenne mettait en œuvre à la faveur de ce plan de relance qui pourrait faire basculer l'économie européenne dans une autre dimension sur un sujet, et notamment sur ceux qui nous intéressent. Après, comment les entreprises de l'économie sociale peuvent profiter de tout ça? Elles en profiteront essentiellement si d'abord elles sont reconnues, mais je vais venir, et puis si elles bénéficient, non pas d'aide particulière nécessairement, mais en tout cas d'une reconnaissance de leur façon de faire, et y compris le fait qu'elles puissent se situer sur des secteurs d'activité qui sont cohérents avec leur façon de faire. Et puis, cette taxe carbone, qui ne peut pas être que carbone, en fait. Moi, je suis partisan de la taxe carbone et en même temps de la lutte contre le dumping social. Donc, la question, c'est de savoir comment, globalement, on mutualise à la fois l'enjeu climatique et l'enjeu social pour faire en sorte que ça ne soit pas un désavantage compétitif pour les entreprises qui essayent de faire un peu mieux que les autres. Donc, pour moi, cette taxe, elle a vocation précisément à équilibrer les conditions de la concurrence avec l'extérieur de l'Europe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de taxe carbone au niveau européen, mais on ne parle pas du tout de taxe sociale, et vous mettez l'accent là-dessus. Toujours pas. Peut-être Stéphane Genick, là-dessus, est-ce que vous avez une réaction sur cette question de taxe? Comment est-ce que ça pourrait fonctionner, de votre point de vue? Je réponds à votre question, mais il y a quand même un élément sur lequel je souhaite au préalable insister, c'est que je pense qu'objectivement, chacun est conscient que ce qui s'est passé le 21 juillet dernier au Conseil européen, les décisions qui ont été prises par le Conseil européen, est en effet historique. D'ailleurs, pas tant par les montants, mais davantage par les modes de financement qui ont été soulignés, par le recours au fond à l'emprunt, qui pour la première fois donne un levier financier à l'Europe d'une manière significative. Mais je ne vous cache pas, moi il y a 2 points qui me gênent. Le premier, c'est que chacun a tiré les enseignements de ce qui s'est passé ces derniers mois comme étant « on ne pourra pas fonctionner comme avant, il est important donc de redéfinir nos modèles de production, de redéfinir nos filières industrielles, de faire en sorte que l'enjeu climatique soit une priorité, et au passage, le mutualiste que je suis, que les enjeux de santé publique soient davantage positionnés parce que la crise sanitaire que nous vivons est une crise sanitaire mondiale et pas française. Et donc de pouvoir bien positionner l'Europe sociale et l'Europe sanitaire d'une manière forte. Or, il y a 2 éléments qui me gênent. On est tous là, et d'ailleurs, c'est la chance d'avoir organisé ces universités d'été, la présence des ministres. Un certain nombre ont fait des annonces sur le plan de relance qui sera présenté par le Premier ministre la semaine prochaine. On est tous donc dans l'attente, et on va tous en bénéficier, quels que soient nos secteurs, d'un certain nombre d'aides de ce plan de relance. Et on va tous s'en réjouir. Alors on se posera peut-être la question de savoir, est-ce que c'est assez ou pas assez? Mais on va tous s'en réjouir. Mais le modèle de société qui nous a été présenté comme étant l'élément préalable de transformation sur ce qui n'allait pas hier et qu'il était important de transformer pour demain, où est-ce que les choses ont été débattues? Ce que l'on demande, ce n'est pas simplement d'avoir un plan de relance qui est un plan de relance sur mesure. Ce que l'on demande, c'est d'avoir un plan de relance qui soit un plan de relance efficace pour faire en sorte que les transformations sociales, écologiques, demain puissent peser. Je regrette qu'il n'y ait pas eu, alors que certains d'entre nous l'aviez souhaité et l'aviez demandé, qu'il y ait eu la tenue cet été, dans le temps, d'une conférence sociale sur la transition écologique et sociale pour faire en sorte de remodeler, de redessiner la question de notre modèle de société. Et puis moi j'ai un regret sur le plan de la santé, parce que la santé elle a été au cœur quand même de ces derniers mois. Et au fond ce plan de relance européen, il sacrifie la question de la santé. Vous aviez près de 12 milliards d'euros qui devaient être positionnés, enfin plus de 9 milliards d'euros, pardon, qui devaient être positionnés sur la question
de la relance de l'Europe de la santé. Allez, on fait dans les grosses masses. Près de 2 milliards qui devaient être faits à travers l'abondement du budget communautaire, et puis vous aviez 7,7 milliards qui devaient être pris en compte pour transformer, pour renforcer l'Europe de la santé, pour faire en sorte que les questions de prise en charge, d'amélioration de notre modèle sanitaire au niveau européen puissent être renforcées. Le Conseil européen a décidé que les 7,7 milliards portant sur l'enjeu de la santé soient sacrifiés. Je le regrette à titre personnel. Mais j'en viens à votre question. Est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer ? Bien sûr que non. Nous, les entrepreneurs sociaux, les entrepreneurs mutualistes, on sait très bien que c'est par étapes qu'il faut y aller. Mais dans ce cas-là, disons clairement que si demain nous devons faire en sorte que le modèle de société puisse se transformer, oui, nous aurons besoin d'avoir une évolution des outils et des leviers fiscaux qui prennent davantage en considération des objectifs qui soient des objectifs environnementaux et, comme le souligne Jérôme, des objectifs qui soient des objectifs sociaux. On a été quelques-uns à signer, à la suite de la conférence citoyenne sur le climat, à dire, on était près de 80 entrepreneurs, à dire on n'est pas d'accord sur tout, mais par contre notre responsabilité d'entrepreneur et l'entreprise que je représente, c'est 4,7 millions de Français qui sont adhérents à Harmonie Mutuelle. Au groupe VIF, c'est 10 millions de Français. On a une responsabilité sociale, pas simplement dans la santé, mais dans la manière dont on peut davantage orienter demain nos actifs. Eh bien, je considère que le fait qu'on puisse travailler demain sur une taxe carbone et une taxe sociale, c'est un enjeu majeur pour faire en sorte d'accompagner la transformation du modèle et de reconnaître davantage le rôle que les entrepreneurs sociaux, les acteurs mutualistes de l'économie sociale et solidaire peuvent aujourd'hui apporter à notre société. J'y suis favorable. Merci. Alors, c'est vrai que pour reconnaître ce rôle de façon un peu plus importante, peut-être faudrait-il savoir de quoi on parle. Petite anecdote, peut-être que certains d'entre vous l'ont suivi, le Parlement chypriote a voté contre le traité CECA il n'y a pas longtemps, ce qui en soi est plutôt preuve d'une démocratie qui existe au sein de l'Union européenne, puisque ça veut dire que les parlements nationaux peuvent donner leur avis sur ce sujet. Mais il a voté contre pour un sujet très précis, qui est le fromage halloumi. Je ne sais pas si vous connaissez, un fromage délicieux, en partant du fait que l'indication géographique protégée ne l'était pas assez dans le cadre du traité CECA. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que justement, l'Europe, elle a quand même réussi de temps en temps à faire sortir des labels et à faire qu'elle arrive à donner et rendre visible un certain type de produits, que ce soit par leur origine, par leur qualité environnementale avec le label bio. Et donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est si on veut soutenir ce type d'entreprises que sont nos entreprises à impact, comment fait-on pour qu'on arrive à les distinguer ? Comment fait-on pour qu'au-delà des spécificités nationales, il y ait cette logique de reconnaissance qui rassemble l'ensemble des entreprises à impact et donne de la visibilité à ce secteur qui est quand même plus que conséquent en termes économiques au niveau du continent. Alors là-dessus, il y a plusieurs façons de le faire. Une des façons qui est abordée dans les propositions publiées par Nous sommes demain, c'est l'idée d'une certification, qui partirait une certification européenne, qui partirait finalement des nombreux labels existants et qui sont différents d'un État à l'autre entre la certification ESUS qu'on peut connaître en France, mais aussi le label Social Enterprise que peuvent connaître les Britanniques. Alors pour le coup, ils sont un petit peu moins concernés aujourd'hui par nos réglementations européennes, mais enfin c'est l'idée. Et on retrouve en fait donc un maillage dans différents pays avec à chaque fois cette volonté au niveau national de faire reconnaître ces différentes économies, mais qui ne débouche pas aujourd'hui suffisamment au niveau européen d'une pleine prise de conscience et d'une pleine mise en visibilité de ce que sont ces entreprises à impact et de la façon dont le consommateur et le citoyen peut reconnaître les produits et les services qu'il achète auprès d'eux. Donc peut-être là-dessus, Cécile Duflot, si vous voulez bien dire quelques mots de la façon dont les labels, la certification, la reconnaissance de ce type d'entreprise peuvent être bénéfiques pour la transition écologique et sociale qu'on appelle de nos voeux. Alors, oui, bien sûr que c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose ? Parce que ça permet de savoir de quoi on parle. Donc la question est de savoir comment on va au bout de cette définition. Moi aussi, je voudrais dire à quel point on pense que ce plan est un moment historique, mais il répond quand même à un moment historique, là aussi très particulier. Et le moment historique, vous en êtes la preuve vivante. On vit déjà plus comme on vivait il y a 8 mois, pas comme on était l'année dernière. On l'a accepté plus ou moins, mais en tout cas, on vit avec. Simplement, si on se recule un tout petit peu, on sait que probablement, cette zoonose que nous vivons, qui est une maladie passée d'un animal à l'homme, faisait partie des conséquences qui étaient évaluées par les chercheurs sur la perte de biodiversité à l'échelle de la planète.
Donc pourquoi on a ce moment historique d'une mobilisation européenne? Parce qu'on répond à une crise historique. Et si on ne fait pas attention et si on ne travaille pas justement sur la substance de cette relance et de la manière de travailler, eh bien nous serons condamnés à revivre des crises historiques encore plus puissantes. Donc il faut aussi se dire d'où vient la cause et s'attaquer vraiment à la racine du problème. Et parmi les moyens de s'y attaquer, cette question de la certification est utile. C'est vrai que dans l'histoire, en matière d'avancée sociale ou d'avancée européenne, il y a quand même eu beaucoup de pas qui ont été faits, notamment sur les questions environnementales, par l'Europe, qui ont imposé des réglementations, des transpositions de directives dans les réglementations nationales. Donc nous, au sein d'Oxfam, on pense que c'est une bonne chose si on est très vigilant sur la nature de cette certification. Alors d'abord deux choses. Une chose sur le chemin, c'est-à-dire que ça ne doit pas être une petite avant-garde. Il faut comprendre cette certification comme une première étape et comme un objectif de convergence et que cette certification des bonnes pratiques initiales, écologiques et sociales, soit au final la norme pour toutes les entreprises. Pour ceux qui connaissent la réglementation thermique, c'est un peu la même logique. La RT 2000 ou la réglementation bâtiment basse consommation. Au départ, c'était une réglementation volontaire. Ensuite, il y a eu certaines aides publiques qui étaient accordées si les bâtiments remplissaient ce critère, et puis petit à petit, ça devient la norme commune pour tous. Ça permet aussi à chacun de voir le chemin qui lui reste à parcourir dans son organisation. Mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas ni trop bas, ni trop flou. Je vais vous donner un exemple qui date un peu, donc maintenant il y a prescription, c'est le programme investissement d'avenir, qui était en quelque sorte une sorte de plan de relance, d'abord inventé sous la mandature de Nicolas Sarkozy, puis relancé par le gouvernement Hollande. Et il y avait tout un débat sur le verdissement de ce plan d'investissement d'avenir. On est parfaitement dans le même débat, comment on conditionne, etc. Et à l'époque, j'étais ministre et ma collègue, une de mes collègues, je ne vais pas dire son nom, a expliqué qu'il fallait faire rentrer une partie des dépenses militaires dans l'aspect vert de ce plan. Donc je la regarde, un peu ébahie, elle me dit « Mais oui, tu sais que maintenant on fait vraiment diminuer le poids des missiles pour qu'ils consomment moins d'énergie quand on les envoie. » Donc l'éco-conditionnalité, ça peut aller hyper loin. Et il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont compris cette logique, sont tout à fait inventifs pour trouver les moyens de rentrer dans l'éco-conditionnalité. Cette anecdote est absolument authentique. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est une très bonne chose de dire aussi que si c'est une certification européenne, c'est parce que c'est l'horizon que l'entreprise veut, que l'Europe veut pour ses entreprises. Que c'est effectivement ce changement de modèle dont il est question. C'est un des moyens du changement de modèle. Ça n'est pas un truc en plus, c'est un des moyens du changement de modèle. Et c'est pour ça qu'il faut être effectivement très vigilant sur la nature et la manière dont ce plan va être décliné, et en particulier au niveau français. Alors, Stéphane Génic, vous êtes président d'une grande mutuelle, et donc à ce titre, vous avez, j'imagine, beaucoup d'échanges sur les questions de la façon dont l'Europe traite le type d'acteur que vous êtes en tant qu'entreprise sociale et mutuelle, et la façon dont elle vous reconnaît. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question de certification européenne par rapport à votre propre modèle? Tout simplement qu'elle ne nous reconnaît pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une reconnaissance où les mutuelles sont, pour l'Europe, des compagnies d'assurance parmi d'autres. J'ai même envie de pousser le trait, et Jérôme m'en voudra pas, mais des organismes financiers comme les autres. Or, l'expérience qui est celle que je connais, qui n'est pas parfaite, qui n'est pas exemplaire sur tout, mais qui, je pense, se distingue d'un certain nombre d'entreprises qui, en effet, ne sont pas pour moi des entreprises sociales. Lorsque on décide de faire en sorte, parmi la communauté de nos adhérents, d'avoir près de 600 000 de nos adhérents qui sont en situation de pauvreté et de ne pas faire en sorte de les exclure parce que nos statuts garantissent cela, je considère que c'est un élément qui contribue à faire en sorte que le sujet, l'enjeu de la lutte contre la grande pauvreté soit pris en compte également par des structures comme les nôtres. Lorsque, face à des enjeux qui sont des enjeux de développement autour de la petite enfance, autour de l'offre de soins et de services de proximité, autour du logement et de l'habitat, parce qu'on le sait, pardon Cécile, mais que l'habitat de demain ne ressemblera pas à celui d'hier, et tu portes ça avec conviction, mais aussi parce que l'enjeu, c'est de faire en sorte que les sujets d'habitat, de logement, soient davantage intégrés autour des enjeux de santé et d'accompagnement du vieillissement. Eh bien, je pense que nous sommes quelques opérateurs dans cette salle à faire en sorte, oui, que nous sommes des acteurs du développement des stratégies d'investissement social autour des enjeux de prévention, de santé, d'habitat, de petite enfance, de lutte contre la grande pauvreté, etc. Or, aujourd'hui, quand vous êtes
Face à une discussion avec l'Europe, vous avez une absence de reconnaissance parce que le droit européen ne distingue au fond que deux choses, que deux catégories. Les entreprises qui sont des entreprises lucratives, c'est-à-dire qui sont pleinement intégrées dans le marché, et que les choses soient claires, hein, c'est normal et c'est important que dans un modèle, dans un environnement économique, on ait des entreprises qui soient des entreprises lucratives. Mais vous avez une autre catégorie, la deuxième, qui est reconnue par l'Europe, par le droit européen, qui est les entreprises qui ne sont pas dans le marché et qui sont donc totalement désintéressées, au fond, qui font fonctionner, pour dire les choses simplement, qui fonctionnent à travers la gratuité. Donc vous avez aujourd'hui les mutuelles, certaines associations qui sont sur des activités qui contribuent au marché, qui ne sont pas aujourd'hui reconnues. Et par conséquent, pour revenir à la proposition qui est faite à l'occasion de ces universités et que je soutiens, c'est que vous n'avez pas une prise en considération, une différenciation de celles qui contribuent pleinement à un effet d'impact, mais surtout qui permettent de prendre en compte la réalité de la lucrativité limitée. Et je pense que c'est les deux leviers sur lesquels nous devons agir au niveau européen. Et je le répète, pas parce qu'il est important qu'on ait une distinction et une différenciation de par les statuts, parce qu'on le sait, il y a aujourd'hui des acteurs qui sont des acteurs à statut et objectivement qui ne sont pas exemplaires dans la manière de porter les choses. Donc le sujet, ce n'est pas tant le statut, mais c'est tout simplement les leviers que ça permet pour bénéficier de soutien, pour prolonger davantage les investissements, les actions que nous pouvons faire. Concrètement, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui une reconnaissance de ce statut qui est le nôtre, de ce statut d'entreprise à impact et d'entreprise à lucrativité limitée, nous ne pouvons pas bénéficier d'un certain nombre de financements, notamment publics. Parce qu'il y aurait une forme de concurrence déloyale qui se mettrait en place entre les acteurs. Mais bon sang, face aux défis qui sont les nôtres, liés au vieillissement de la population, liés aux enjeux, aux défis sanitaires, aux défis climatiques, nous avons pas simplement une réponse de la part de l'État, qui pourra apporter les réponses de demain face à ces différents besoins. Mais nous avons également besoin d'avoir des entreprises qui, de par leur mission, de par leurs actions, sont des acteurs naturellement impliqués pour faire en sorte que notre modèle de société puisse se transformer. Eh bien, je pense que la proposition qui est faite à l'occasion des universités d'été permettra de renforcer davantage cette visibilité. Et j'ajoute, parce que vous ne faites pas référence à une autre proposition qui pour moi est très séduisante, c'est sur le sujet du crédit d'impôt, qui permet là aussi de mieux reconnaître à travers des charges qui pèsent aujourd'hui sur nos entreprises et qui participent, oui, du développement de l'intérêt général et de certains investissements qui peuvent être menés, qui participent également d'une meilleure reconnaissance de l'action d'un certain nombre de nos structures. Enfin, pardon Kevin, d'insister sur un dernier point, et je me tais ensuite, mais cette reconnaissance statutaire, elle va ensuite nous obliger. Et je suis d'accord avec Cécile sur le fait qu'il faut qu'on soit très clair sur les indicateurs qu'on mettra. Mais il y a une autre chose. Ce n'est pas simplement cette reconnaissance du statut pour la relation entre nous et les pouvoirs publics. Je pense que ça nous oblige au regard des choses que nous pouvons faire ensemble. Je le fais un peu par provocation, et j'espère sans trop naïveté. Mais on aurait très bien pu, nous les acteurs, des entrepreneurs sociaux et des acteurs du non lucratif, parce qu'il y a des gros opérateurs qui sont parmi nous, imaginer d'avoir aussi notre volet du plan de relance qui est porté par l'ensemble des acteurs que nous sommes. Concrètement, quand Harmonie Mutuelle a lancé son fonds d'investissement autour de l'emploi en France, 200 millions d'euros, je considère que si on avait été une dizaine ou une vingtaine de grosses boîtes qui sont aujourd'hui dans notre secteur, on aurait une force de frappe qui aurait été extraordinaire. Pas à la hauteur du plan de relance, mais qui aurait été extraordinaire pour faire des choses territorialement. Cécile nous disait, avant qu'on rentre sur cette salle, qu'au fond, ce n'était pas pour les grands projets de plusieurs millions d'euros que c'était compliqué de faire les choses. C'était pour les petits projets, pour faire en sorte que les petits coups de pouce qui permettent à ce que des entreprises, et notamment qui sont des petites PME, des petites TPE de l'entrepreneuriat social, puissent être soutenues pour être accompagnées, et bien souvent c'était compliqué d'avoir les financements. Et bien je vous le dis, je pense qu'on a une responsabilité, nous les grands groupes et nous les grandes structures, pour faire en sorte de créer aussi nos propres outils. Et de ce point de vue, ce n'est pas une boîte, ce n'est pas une entreprise qui sera seule nécessaire pour faire effet levier, mais c'est parce que nous serons plusieurs, notamment dans cette salle, à décider ensemble de porter des stratégies d'investissement pour demain. Alors,
Merci Stéphane. Ça m'amène de façon tout à fait naturelle à la troisième proposition de ce plan de relance par Nous sommes demain, qui est orienté autour de justement la transparence de la finance. Puisque comme je disais tout à l'heure, l'Union européenne joue un rôle absolument majeur dans les réglementations financières et que un des objectifs de ces réglementations, c'est d'arriver à clairement définir ce qui relève de la finance verte, de la finance sociale et d'éviter d'une certaine façon le green ou le social washing. On a vu, et ça a fait un petit peu la une de certains journaux, que pendant l'été, la Commission, à un moment, a choisi de s'appuyer sur BlackRock, fonds d'investissement majeur au niveau international, pour appuyer la façon dont elle allait définir les indicateurs de ce que représentait la finance verte. Donc évidemment, ça a fait un petit peu bondir un certain nombre d'acteurs. Mais au-delà de ce qui est plutôt pas si anecdotique, mais quand même relatif à un moment dans l'écriture d'un certain type de règlement, est-ce que l'Europe aujourd'hui, et je me tourne vers Jérôme Sadier pour poser la question, est-ce que l'Europe, elle est pleinement capable de mettre le niveau de lumière qu'il faut sur les acteurs de la finance qui s'inscrivent vraiment dans une logique de transition par rapport aux autres? Est-ce qu'elle donne à chacun les outils pour savoir où est-ce que je veux placer mon épargne, quel type de structure il faut soutenir? Ce qui est sûr, c'est que c'est là que ça se passe, en tout cas. Parce qu'aucune réglementation nationale ne pourra répondre aux enjeux, en tout cas dans l'état actuel, et du droit et de l'organisation de ces activités-là. Moi, je suis très inquiet aujourd'hui quant à la réelle capacité de l'Union européenne de poser ce que j'appellerais moi un acte de souveraineté en la matière. Vous savez, il y a déjà une bonne partie de nos activités économiques qui répondent à des normes comptables qui ne sont pas d'ordre public. Ce sont des normes privées, élaborées par la profession comptable, que tout le monde a fini par endosser, mais il n'y a pas de normes d'ordre public en matière comptable. Et ce qui risque de se passer, à mon avis, aujourd'hui dans le monde de la finance, à travers les projets de taxonomie verte et taxonomie sociale, à travers la définition de ce que c'est que l'investissement socialement responsable, le ESG, etc., puisqu'aujourd'hui tout le monde trouve que c'est bien d'en faire, c'est qu'en fait, ce soit les Américains, déjà en ayant commencé à racheter des agences de notation extra-financière, notamment notre champion français, entre guillemets, Vigeo, qui passait chez Moody's, si nous ne posons pas des actes au niveau européen, et s'il faut commencer par le français, si on parle français, pour dire souverainement ce que nous voulons poser comme cadre de référence, on passera à côté de quelque chose sur lequel il sera difficile de revenir. Là, je ne parle pas de taxes pour le coup, là, je parle pour le coup de normes qui s'appliquent à l'activité de nos entreprises. Et je crois qu'on est vraiment au cœur du sujet, parce qu'on cherche l'effet levier, ou les effets leviers, je me qu'il n'y en a qu'un, on va dire, mais si on cherche les outils qui nous permettront d'opérer vraiment des transitions fortes, ce sera forcément un ou des outils qui feront mal, en fait. Pour ça, tout à l'heure, que j'étais au débat avec notre ministre Olivier Grégoire, je comprends sa position sur la TVA. À la limite, pourquoi pas d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, il faudra bien toucher à un outil qui n'est pas sans effet pervers, déjà pour commencer, et qui n'est pas sans bouleverser fondamentalement le logiciel de chacun des acteurs économiques. Voilà. Y compris des consommateurs d'ailleurs. Pas que des producteurs, ceux qui vendent les produits, mais aussi les consommateurs. Donc il faudra le choisir. Pour revenir, pour rester sur la question de la normalisation, parce qu'en fait, moi, ça me ramène au sujet des entreprises à impact, au passage. Je le dis, je vais pas redire ce qui a été dit par Stéphane sur la question des entreprises à statut et la non-lucrativité. Moi, je crois au modèle non lucratif. Voilà. Parce que je crois qu'il y a un lien direct entre le fait d'être non lucratif et le type de performance qu'on réalise. Ça s'opère en principe dans les entreprises dites à statut, précisément parce qu'elles observent une pérennité dans leur activité et qu'elles ne font pas n'importe quoi, qu'il y a une forme de transparence, etc. Et moi, je tiens à ce qu'il y ait un lien là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai un petit désaccord avec le texte qui vous a été donné sur le fait que le sujet de l'opposition lucratif ou non lucratif est dépassé, puisque c'est comme ça que c'est écrit grosso modo. Moi, je suis en radical désaccord avec ça, à vrai dire. Donc sur la question de la certification des entreprises, là, j'ai pas un désaccord, mais un vrai bémol. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est obliger les entreprises. Et mon problème, c'est pas les entreprises à impact, excusez-moi de le dire comme ça, en fait. Mon problème, c'est la norme qu'ils appliquent à l'ensemble des entreprises. Donc, certifier des entreprises à impact, alors déjà, on a un vrai problème européen, c'est que, ça revient à ce que disait Stéphane tout à l'heure, le droit européen ne reconnaît pas des formes différentes d'entreprises.
Il y a la question de lucrativité, de non-lucrativité. La non-lucrative, c'est le gratuit, ok, dont acte. Donc, du coup, ça nous pose un très gros problème déjà. Pour mémoire, quand même, dans le traité de Rome, il y a 2 types d'entreprises qui sont mentionnées, hein, puisque les coopératives bénéficient d'une mention particulière dans le traité de Rome. Ça a disparu au fur et à mesure, mais à l'époque, en tout cas, on identifiait les coopératives comme étant une forme d'entreprise différente. Capitalistique quand même, puisque c'est le cas des coopératives, mais néanmoins, c'est une entreprise différente. Donc moi, ce qui m'intéresse, au-delà du réalisme qui consiste à penser que ce n'est pas, à mon avis, dans la façon de faire de l'Union européenne de reconnaître des statuts d'entreprise différents, même si elle travaille sur l'entreprise sociale aujourd'hui, etc. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que la norme qui s'impose à tout le monde pour emmener tout le monde vers ça. Et il y a des outils qui existent aujourd'hui, enfin des outils, prenons en tant que banquier pour le coup, la Banque de France note chacune des entreprises en France chaque année. Si nous lui demandons d'élargir les conditions de cette notation à des sujets, des thématiques qui ne sont pas aujourd'hui adressées, mais qui sont les thématiques environnementales, sociales, etc., la notation des entreprises va changer. Et la façon dont elles seront financées, notamment par les organismes bancaires, de crédit, financiers, etc., va forcément évoluer également. Okay. Ça, c'est un effet levier français. Il faut le transposer au niveau européen pour que ce soit facilité par le niveau européen. Et surtout, qu'on ne cède pas à des effets de mode au risque de passer à côté de l'essentiel. Et c'est ce qui est en train un peu de se passer quand tous les acteurs financiers disent qu'ils vont faire de l'ISR, de l'ESG, etc. Sauf que comme vous pouvez dire absolument ce que vous voulez, personne ne vérifie, sauf si en face à face avec votre banquier, vous lui demandez sa politique détaillée. Grosso modo, c'est pas le grand public qui fait ça. D'où l'importance de la transparence. Exactement, d'où l'importance de la transparence sur les sujets. Et c'est mon problème avec les labels parfois qui ne sont pas tout à fait transparents. S'ils sont d'ordre public, ils le sont nécessairement. Peut-être parce que vous avez été, je crois, plusieurs à poser des questions à travers Klaxoon, comme ça vous avez été proposé. On peut peut-être faire un dernier tour autour des questions qui ont été faites. Si elles peuvent s'afficher. Tout à fait. Et ça me permettra d'interroger Alain Godard et Merci Cécile à vous pour Duflot. tous ces échanges. Donc on a plusieurs questions qui sont apparues et la plus populaire est des entreprises comme Ecosia ont décidé de redistribuer l'intégralité de leur part auprès de leurs employés et interdit la revente de leur part à des investisseurs extérieurs. Est-ce que l'un d'entre vous veut s'exprimer sur ce modèle? Alors peut-être Cécile Duflot. Oui, je pense que ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est vraiment de réfléchir à la question du modèle de l'entreprise, de sa mission. C'est d'ailleurs le sens de notre rencontre d'aujourd'hui. Et ce qu'on disait juste avant, la question juste avant sur la question financière, c'est la même chose. La puissance publique, au niveau européen, peut décider que les banques européennes ne doivent pas financer les fossiles. C'est pas seulement une question de transparence, c'est une question de dire, voilà, ce nouveau modèle, ce changement, c'est celui-là. Et de la même manière, on peut dire que l'entreprise aujourd'hui, pour être plus durable, plus pérenne, elle change son modèle de fonctionnement, elle associe beaucoup plus les salariés aux décisions. Alors évidemment, ça semble plus facile et plus évident dans les petites entreprises, mais ça peut très bien se faire dans les plus grandes entreprises. On plafonne la distribution des dividendes, mais réfléchir à qui décide de l'avenir d'une entreprise, qui fait les choix stratégiques et qui la possède aussi, c'est un vrai sujet. Et qu'on voit bien aussi que dans la période, les entreprises qui sont des entreprises avec des modèles plus prudents, c'est-à-dire qui ont moins distribué de dividendes sur leurs bénéfices, sont des entreprises qui résistent mieux, logiquement, puisqu'elles se sont prémunies dans la durée. Donc c'est une des pistes. Il y a beaucoup de pistes sur ce sujet, c'est pour ça que la question des critères, elle est intéressante à réfléchir, cette question de la lucrativité aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un moment qu'il y ait des règles qui soient définies et qui soient valables pour tout le monde. Donc au-delà de la transparence, la question du changement des règles, et justement du changement de modèle, est pour nous absolument, pour Oxfam, essentiel, parce qu'on voit bien qu'on est dans une logique extrêmement court-termiste au regard de l'aggravation des inégalités, court-termiste au regard de la crise climatique, y compris les entreprises elles-mêmes, sont fragiles. Et on en parlait juste avant, et je trouve que c'est essentiel, ça n'est pas un problème d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question financière n'est pas le sujet. La transition écologique, on peut la financer, on sait la financer. Les entreprises, et ce qu'a montré Oxfam dans son dernier rapport, si les entreprises du CAC 40, donc là on parle des entreprises, j'allais dire, les plus costauds au sens réputationnel du terme, avaient plafonné à 30% de leurs bénéfices la distribution de leurs dividendes. Elles distribuent quand même 30% de leurs bénéfices. On n'est pas sur un truc ridicule, on n'empêche pas la distribution des dividendes. Elles avaient toutes
la capacité de financer leur transition écologique. C'est-à-dire que c'est ça aussi qu'il faut penser. C'est un modèle de durabilité. Je pense que le fait que les salariés détiennent leur entreprise est aussi un modèle de durabilité. Tu évoquais la question des coopératives, ça fait évidemment appel à cette mémoire-là. Donc je pense que là, dans ce moment, il faut ouvrir les manières de réfléchir et se dire qu'il y a d'autres façons de faire, mais ne pas oublier que l'usage de la réglementation est un des 3 outils majeurs de la puissance publique, avec l'achat et la commande publique. Et donc on doit absolument l'utiliser, et donc on doit pouvoir inventer d'autres formes de modèles et favoriser aussi le passage à des types de modèles différents. Alors, il faut que vous gardiez chacun votre micro pour respecter les règles Covid. Peut-être pour conclure, Alain Godard, puisque je vois qu'il y a une série de questions qui sont directement liées à la question du plan de relance européen, donc ça va vous permettre peut-être de vous exprimer sur le sujet à nouveau. La première question, c'est donc celle des nouvelles ressources financières de l'UE. On a commencé à l'aborder avec les questions de cette taxe carbone et sociale aux frontières. Au-delà de cette question-là, il y avait aussi des questions... Alors, si on peut juste revenir dessus un instant. Il y avait aussi une question de la taxe sur les transactions financières qui revient dans le débat à travers la question de la façon de rembourser cette dette. Et puis quelqu'un pose la question de savoir si finalement cette dette, il ne faudrait pas tout simplement l'annuler, ce qui fait encore aussi objet de débat dans l'objectif de permettre le financement de cette transition écologique et sociale qu'on appelle de nos voeux. Merci. Tout d'abord, je voudrais quand même compléter la discussion sur la transparence et sur la régulation financière. On peut avoir la perception que l'Europe et la France ne sont pas en avance sur ces thèmes, ce qui n'est pas mon opinion. Je pense qu'en Europe, on a fait des progrès assez substantiels, pas complets, et c'est l'une de mes sujets, disons, de préoccupation, c'est notamment en ce qui concerne les PME. Donc on a avancé de manière substantielle, et on le voit d'ailleurs, la plupart des entreprises, des grandes entreprises qui sont notées ou cotées par des agences de notation, sont déjà notées sur la base de leur durabilité, ou en tout cas soutenabilité dans le temps. Et d'ailleurs, elles sont souvent dénotées, downgradées par ces agences en raison de leur business model qui ne sont pas soutenables. Donc ça existe déjà, et c'est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire en fait que de facto, on avance vers une transition qui est déjà pénalisée lorsque le business model d'une entreprise n'est pas soutenable. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ce qui manque, en fait, et qui est un vrai sujet important, comme on le sait, les PME représentent 2/3, on va dire, selon les différents indicateurs, 2/3 de l'activité économique en Europe et probablement dans le monde. Et là, en revanche, on n'est nulle part. Et pour ma part, ça c'est vraiment le point qu'il faudra faire avancer au niveau européen, français, dans les prochains mois, puisqu'en fait on peut parler de plan de relance avec les milliards qui sont annoncés, mais si derrière on n'a pas les outils pour documenter justement la transition qu'on veut mettre en œuvre vers plus d'écologie, vers plus de climat, de social, on n'ira nulle part. Donc ça c'est un énorme sujet. Maintenant, je reviens peut-être plus directement, et là, bon, ça mériterait beaucoup de temps de développement sur chaque question. Après, voilà, une dette, c'est une dette. Une dette ne s'efface pas, disons, facilement. Dans certains cas, ça existe, notamment pour les crises des pays émergents. Donc il y a des mécanismes qui sont faits pour ça, notamment le Club de Paris. Mais en ce qui concerne, disons, cette crise, l'idée de l'emprunt des 750 milliards par la Commission européenne est d'être remboursé. Alors d'être remboursé soit par le budget, disons, roulant de la Commission européenne, dans lequel les États membres, en fait, versent chaque année une contribution, ou alors à travers des ressources financières nouvelles. D'où les discussions qu'on a eues tout à l'heure sur la taxe, mais là, je vais pas revenir sur la question. Merci. Merci beaucoup. Il est donc temps de passer au vote pour nous aider à prioriser les propositions du plan de relance qui sont en relation avec l'Europe. Est-ce qu'on peut afficher les propositions pour que vous puissiez voter sur Klaxoon avec le code d'accès 7289 USG? Est-ce que mettre en place une certification européenne entreprise à impact permettant de débloquer des aides à la transition
Proposition 9, enrichir le projet de taxe carbone aux frontières pour créer une véritable taxe écologique et sociale à l'échelle européenne. Et enfin, faire évoluer le secteur financier européen vers plus de transparence. Selon vous, quelle est la proposition à prioriser auprès des politiques afin de nous aider à déterminer la proposition la plus importante? On va prendre quelques secondes pour vous laisser réagir et vous laisser du coup voter. Et juste après le résultat du vote, nous aurons ensuite l'oral des grands députés qui va démarrer dès 17h30, qui est la dernière séquence de la journée, avec une succession de 5 députés français et européens qui vont se succéder pour nous faire part de leur retour. Ce sont eux qui votent aussi les plans de relance. C'était pour nous hyper important de pouvoir avoir leur retour. Est-ce que nous avons des résultats côté régie sur les nombres de votes pour savoir quelle est la proposition? Et donc c'est bien le projet de taxe carbone pour l'enrichir afin d'intégrer une taxe écologique et sociale européenne. Est-ce que vous souhaiteriez faire une réaction, un mot de la fin? Moi, je veux dire un mot sur le fait qu'on est bien sûr favorable à réfléchir en fait à la substance des produits. C'est vraiment ça le sujet. C'est pas seulement qu'est-ce qu'on importe, mais comment est fabriqué ce qu'on importe. Mais qu'il faut jamais oublier dans cette logique-là les effets de bord et les impacts qu'il peut y avoir sur les pays du Sud. Il faut quand même bien intégrer cette logique parce que si on pense à une vision planétaire et qu'on répond à la crise climatique, cette question de solidarité entre le Nord et le Sud, dans un pays comme le nôtre qui fait partie des 5% les plus riches qui émettent des 10% les plus riches qui émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre, il faut réfléchir vraiment à ces éventuelles conséquences. Ça veut dire que c'est une bonne chose, mais il faut bien penser à la manière dont ça impacte les pays du Sud et ceux qui ont aussi besoin de notre solidarité. Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup pour cette séquence et pour ces échanges très riches sur l'échelle européenne.